Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter le programme de trigonométrie de première. Vous allez d'abord apprendre à mesurer des angles en radians. Vous savez déjà mesurer des angles en degrés, vous allez apprendre à les mesurer en radians. Vous allez ensuite apprendre ce qu'est le cercle trigonométrique, apprendre aussi à calculer le sinus et le cosinus de n'importe quel nombre réel. Enfin, on étudiera les fonctions qui, à un nombre réel x, vont correspondre sinus de x et cosinus de x. Vous allez maintenant apprendre à mesurer des angles en radians. Et donc, on va dire comment on convertit des degrés en radians. La seule chose à savoir, c'est que 360 degrés, c'est 2 pi radians. 360 degrés égale 2 pi radians. Et à partir de cela, on déduit toutes les autres mesures. Donc, si 360 degrés, c'est 2 pi radians, 180 degrés, c'est 2 pi radians divisé par 2, c'est-à-dire pi radians. 90 degrés, donc 90 c'est la moitié de 180, donc 90 degrés c'est pi sur 2 radians. 60 degrés maintenant. 60 degrés c'est le tiers de 180 degrés. Donc 60 degrés c'est pi sur 3 radians. 45 degrés c'est la moitié de 90 degrés. Donc pi sur 4 radians. Et enfin 30 degrés c'est la moitié de 60 degrés, donc pi sur 6 radians. Reprenons ces mesures. 360 degrés, 2 pi radians. 180 degrés, pi radians. 90 degrés, pi sur 2 radians. 60 degrés, pi sur 3 radians. 45 degrés, pi sur 4 radians. 30 degrés, pi sur 6 radians. Donc on va dire un angle de 30 degrés ou de pi sur 6 radians. Un angle de pi sur 3 ou de 60 degrés. Un angle de 180 degrés ou de pi radians. La plupart du temps, maintenant, on parlera plutôt en radians qu'en degrés. Une propriété des mesures en radians, dans un cercle rayon R, un angle de mesure petit a radian intercepte un arc de longueur a fois R. Donc si on a un angle de mesure a radian, il intercepte un arc de longueur a fois R. Illustration, un angle de 2 pi radian. 2 pi radian c'est 360 degrés. Donc cet angle de 360 degrés, il intercepte l'ensemble de la circonférence du cercle, et l'ensemble de la circonférence du cercle, la longueur de la circonférence du cercle, est bien égale à 2 pi r. Maintenant, un angle de pi radian. Donc on n'a plus 2 pi radian, mais pi radian. Pi radian, 180 degrés, donc cet angle intercepte l'arc AB. Donc on va mettre l'arc AB ici. De longueur, quelle est la longueur de cet arc? Donc pi fois r. Et c'est normal parce que ici nous avons une demi-circonférence du cercle et une demi-circonférence du cercle. La longueur d'une demi-circonférence du cercle est bien égale à pi fois r. Un dernier exemple avec pi sur 3. Pi sur 3 radians, c'est 60 degrés, ici, 60 degrés. Donc, un angle de pi sur 3 radians intercepte un arc, ici on va avoir l'arc AC en fait, de longueur, donc pi sur 3 fois r. Donc cette longueur, la longueur de l'arc AC, est égale à pi sur 3 fois r. Vous allez maintenant apprendre ce qu'est le cercle trigonométrique. Pour faciliter votre compréhension, on va commencer par faire un petit exercice préparatoire. Une voiture parcourt un circuit circulaire de rayon 1 km qui est représenté ici. Grand A est le point de départ du parcours. Il y a un sens positif au parcours. On a divisé la circonférence, donc la longueur du parcours, en 8 arcs égaux. La circonférence du parcours, comme son rayon est égal à 1 km, 2 pi fois r, 2 pi. Donc 2 pi km, on va plus dire kilomètre, on va dire 2 pi. Donc la circonférence de ce cercle est égal à 2 pi, de ce circuit est égal à 2 pi. Chacun de ces arcs, c'est 1/8 de la circonférence, donc 2 pi sur 8, pi sur 4. Donc l'arc AB est égal à pi sur 4, BC, ainsi de suite pour tous les autres arcs. Le véhicule part de A et il parcourt une distance x. S'il roule dans le sens positif, x est positif. S'il roule dans le sens négatif, x est négatif. L'exercice consiste en ceci. On nous donne différentes valeurs de x et on nous demande quel est le point d'arrêt final du véhicule. On commence par 3 valeurs, x égale 0, x égale 4pi, x égale moins 6pi.
x égale 0, le véhicule n'a pas bougé, il a parcouru une distance égale à 0, donc son point d'arrivée est le même que son point de départ, c'est-à-dire A. 4π. Le véhicule a parcouru une distance égale à 4π. 4π est un réel positif, c'est-à-dire que le véhicule a tourné dans le sens positif. Chaque tour de circuit, c'est 2π. 4π, c'est donc 2 fois 2π, donc le véhicule arrive toujours en A, mais après avoir fait un premier tour et un deuxième tour dans le sens positif. Moins 6π. Moins 6π, donc on a un nombre réel négatif, ça veut dire que le véhicule a tourné dans le sens négatif. Ensuite, il a parcouru une distance 6π. 6π, c'est 3 fois 2π. Donc le véhicule est parti de A, il a fait 3 tours dans le sens négatif et il est revenu à A. Et on voit donc que si on additionne 2π ou on retranche 2π à chacun de ces réels, on a toujours le même point d'arrivée. C'est-à-dire si x égale 100π, ça veut dire 50 fois 2π, le véhicule est parti de A, il sera revenu en A au bout de 50 tours. Et voyez donc que si on additionne des multiples de 2π ou si on retranche des multiples de 2π à un nombre réel x, le point d'arrivée que l'on va obtenir va toujours être le même. Le même exercice maintenant avec 3 autres valeurs de x. X égale π sur 4. X égale π sur 4, donc le véhicule est parti de A et il a parcouru π sur 4, il se retrouve donc en B. Et il a roulé dans le sens positif parce que π sur 4 est positif. 9π sur 4. 9π sur 4, c'est 2π plus π sur 4. Qu'est-ce que cela veut dire 2π plus π sur 4? C'est un réel positif, donc le véhicule a tourné dans le sens positif. 2π, il a fait un premier tour, et il a fait de nouveau π sur 4 après avoir fait ce premier tour, donc il se retrouve toujours en P. Moins 7π sur 4, donc il a roulé dans le sens négatif, moins 7π sur 4. Donc π sur 4, 7 fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il se retrouve aussi en P. Donc là, comme tout à l'heure, ces 3 valeurs de x conduisent au même point final. Pourquoi? Parce que l'écart entre chacune de ces 2 valeurs, si on fait la différence entre une valeur et l'autre, est un multiple entier de 2π. Par exemple ici, si vous faites cet x-là, si on l'appelle cet x-là, je vais l'appeler x1, x2 et x3. x2 moins x1, 2π plus π sur 4 moins π sur 4, ça fait 2π. Donc il y a 2π d'écart. Ici, dans le cas x2, le véhicule a parcouru 2π de plus. Mais 2π de plus, c'est justement un tour entier. Et comme c'est un tour entier, on retombe sur le même point B. Et ici, c'est la même chose. Π sur 4 moins 7π sur 4, ça fait 8π sur 4, ça fait 2π. Donc la différence entre x1 et x3 est un multiple entier de 2π. On a donc le même point final. Nous allons maintenant définir ce qu'est le cercle trigonométrique. Dans un repère orthonormé d'origine O, le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 muni d'un sens positif qui est le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc un sens positif qui est celui-ci. Nous allons maintenant expliquer ce que signifie enroulement de R sur le cercle trigonométrique. Nous allons d'abord présenter la notion, puis faire des exercices ensemble pour bien l'assimiler. On considère un repère orthonormé et le cercle trigonométrique C, qui a donc pour centre l'origine du repère, le point O, et qui a pour rayon 1. On va considérer cette droite D qui est parallèle à l'axe des ordonnées, et cette droite D, on va la considérer comme une sorte de règle graduée qui représente l'ensemble des nombres réels. Le 0 est ici, et le sens positif est vers le haut. Donc, l'ensemble des réels, ici, on peut les positionner sur cette droite D. Enrouler R sur le cercle trigonométrique, c'est enrouler cette droite D sur le cercle trigonométrique. Qu'est-ce que cela signifie? Supposez que cette droite D, imaginez que cette droite D soit un long fil infini. Enrouler R sur le cercle trigonométrique, c'est enrouler ce fil sur le cercle trigonométrique. Et alors, si on a un point x ici, un nombre réel x, qui est ici, alors ce nombre réel x, il est positif. Quand on va enrouler la droite des réels sur le cercle trigonométrique, imaginez que l'on coupe le fil ici, et ensuite qu'on applique le fil sur le cercle trigonométrique.
ce fil, il va arriver jusqu'à un point, ici, le point M. Ce point M, on va dire que c'est le point image du nombre réel x. Dans ce cas de figure, sur notre schéma, la longueur de l'arc IM, la longueur de IM est égale à x. Et on va dire que M est le point image du nombre réel x. Considérons ce nombre réel-là, moins pi sur 2. Faisons le même exercice. Donc, imaginons que ce segment-là soit un fil. On coupe le fil ici et on l'applique sur le cercle trigonométrique. Et on arrive au point B, c'est-à-dire que la longueur de l'arc IB est égale à moins pi sur 2. Pourquoi? Parce que la circonférence du cercle trigonométrique est égale à 2pi, puisque son rayon est égal à 1. Donc, 2pi sur 4, ça fait pi sur 2, et vous voyez qu'ici, on a bien un quart du cercle trigonométrique, et si on coupe le fil ici et qu'on l'applique sur le cercle trigonométrique, on arrive bien au point B. C'est-à-dire que la longueur de l'arc IB est égale à pi sur 2, et ici on a moins, donc on est dans le sens négatif sur le cercle, et on arrive au point B. On va donc dire que le point B est le point image du nombre réel moins pi sur 2 sur le cercle trigonométrique. Vous voyez la parenté avec l'exercice sur les voitures et le circuit circulaire que l'on a vu. Si une voiture parcourt x kilomètres avec x positif, la question est, si elle avait parcouru les x kilomètres sur le cercle trigonométrique, jusqu'à quel point elle aurait été? Où est-ce qu'elle se serait arrêtée? Donc ici, si elle parcourt x, elle s'arrête au point M. Le point M est le point image de x. Ici, si elle parcourt moins pi sur 2, cette voiture, sur le cercle trigonométrique, donc dans le sens négatif, elle va s'arrêter en B, qui va être le point image de moins pi sur 2. Avant de faire des exercices sur l'enroulement de R sur le cercle trigonométrique, nous allons voir ensemble une propriété qui va nous être utile pour tous les exercices que nous allons faire. Nous allons reprendre notre schéma de tout à l'heure avec le cercle trigonométrique, la droite D que l'on a dit être la droite des réels avec un 0 qui est ici, donc comme une règle graduée qui aurait un 0 ici. Et on va considérer un nombre réel x sur cette droite des réels. Donc vous voyez, si ici on a x ici, donc cette distance, c'est-à-dire la distance de x à 0, est bien égale à x. Et on va chercher le point image de ce nombre réel x sur le cercle trigonométrique. On a vu qu'on considérait comme si on avait un fil ici et que ce fil, on le rabattait sur le cercle trigonométrique. Et si on le rabat sur le cercle trigonométrique, si l'extrémité du fil arrive au point M, ce point M est le point image de x sur le cercle trigonométrique. Maintenant, nous allons considérer le point x plus 2pi, c'est-à-dire, il est là, la distance entre x et x plus 2pi est égale à 2pi. Donc x plus 2pi moins x égale 2pi, et 2pi c'est donc cette longueur-là de ce segment-là. Maintenant, quelle est l'image de x plus 2pi? Quel est le point image de x plus 2pi sur le cercle trigonométrique? Donc, considérez ce fil ici, ce bout de fil, on le rabat sur le cercle trigonométrique. Donc, x plus 2pi, qui est la circonférence du cercle, donc x ici pour M, et x plus 2pi, et on retombe sur le point M, parce que cette différence entre x plus 2pi et x est justement égale à la circonférence du cercle. Donc x plus 2pi et x ont le même point image sur le cercle trigonométrique. Et il en serait de même avec x plus 4pi, sauf qu'avec x plus 4pi, notre fil, on arrive à x, et on l'enroule 2 fois pour arriver toujours au même point M. Quelle est cette propriété donc que l'on va énoncer? Soit x1 et x2, deux nombres réels, x1 et x2 ont le même point image sur le cercle trigonométrique si et seulement si x1 moins x2 est un multiple de 2pi. Ici, x1 moins x2 était un multiple de 2pi, c'était une fois 2pi, mais un multiple de 2pi. Si x1 moins x2 est égal à 4pi, si x1 moins x2 égale moins 6pi, x1 et x2 ont le même point image sur le cercle trigonométrique. x1 et x2 ont le même point image équivaut à x1 moins x2 égale k fois 2pi, c'est-à-dire 2kpi, avec k appartenant à z, donc k est un entier qui est positif ou négatif. Nous allons maintenant nous entraîner à déterminer les points images de nombres réels en faisant quelques exercices ensemble.
On nous demande de déterminer les points images des nombres réels suivants, 0, pi sur 4, pi sur 2, 3 pi sur 4, et vous voyez que on a des multiples de pi sur 4, donc 0 fois pi sur 4, 1 fois pi sur 4, 2 fois pi sur 4, 3 fois pi sur 4, jusqu'à 7 fois pi sur 4. Commençons par 0, donc 0 ici. Ensuite, pi sur 4, on va pour une dernière fois utiliser l'image de la ficelle. Donc, si on a une ficelle de longueur pi sur 4 et que l'on applique l'origine de la ficelle en 0 et qu'on l'enroule sur le cercle trigonométrique, on va arriver à ce point-là, pi sur 4. Et vous voyez que le cercle a été déjà partagé en 8 arcs égaux, et comme la circonférence du cercle est égale à 2pi, 2pi sur 8 égale pi sur 4, et donc chacun de ces arcs a une longueur égale à pi sur 4, et ici, si on part de 0 avec notre ficelle de longueur pi sur 4, on va arriver à ce point. Maintenant, pi sur 2, c'est 2 fois pi sur 4, donc voici le point image de pi sur 2. Ensuite, 3 pi sur 4, donc 3 fois l'arc pi sur 4, ici 3 pi sur 4. 4 pi sur 4, c'est-à-dire pi. 5 pi sur 4, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 3 pi sur 2 qui est 6 fois pi sur 4, ici. Et enfin, 7 fois pi sur 4. On a parlé en termes d'arc. Donc ici, on a un arc dont la longueur est égale à pi sur 4. Ici, un autre arc dont la longueur est égale à pi sur 4. On peut parler aussi en termes d'angle. Quelle est une mesure de cet angle? Cet angle-là intercepte un arc de longueur pi sur 4. Et donc, c'est un angle de pi sur 4, parce qu'un angle de pi sur 4 ici va intercepter un arc de longueur pi sur 4 fois r, et comme on est sur le cercle trigonométrique de rayon 1, nous avons ici un angle de pi sur 4. Et ces autres angles ici, celui-là, 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 mesurent tous aussi pi sur 4. Une deuxième remarque, nous avons ici le point image de pi sur 4, mais nous avons ici aussi le point image de tous les nombres réels dont la différence avec pi sur 4 est un multiple de 2pi. Par exemple, pi sur 4 plus 10pi aura le même point image que pi sur 4. Pi sur 2 moins 20pi aura le même point image que pi sur 2. 7pi sur 4 moins 2pi, 7pi sur 4 moins 2pi, ça fait 7pi sur 4 moins 8pi sur 4, ça fait donc moins pi sur 4. Donc ici, nous allons avoir aussi le point image de moins pi sur 4. 3pi sur 2 moins 2pi, ça fait 3pi sur 2 moins 4pi sur 2, ça veut dire moins pi sur 2. Moins pi sur 2 a le même point image que 3pi sur 2. Et ici, 5pi sur 4 moins 2pi, ça fait donc 5pi sur 4 moins 8pi sur 4, c'est-à-dire moins 3pi sur 4 a le même point image que 5pi sur 4. Nous allons maintenant déterminer un nombre réel x compris entre moins pi et pi et ayant le même point image sur le cercle trigonométrique que le nombre réel y égale 167 quarts de pi. Nous allons présenter une méthode pour résoudre ce genre d'exercice. En général, l'exercice se présente sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on a y égale une fraction fois pi et on cherche un nombre réel x appartenant à l'intervalle moins pi, pi, qui est le même point image que y. Dans ce cas-là, on va encadrer, c'est ça qu'il faut retenir, on va encadrer 167 quarts par deux entiers consécutifs. Comment faire? On va diviser 167 par 4, alors avec votre calculette, on trouve 41,75, donc on voit que 167 quarts est compris entre 41 et 42. Donc on va l'encadrer par deux entiers consécutifs, 41 et 42. 167 quarts est compris entre 41 et 42, et un seul de ces entiers est pair. Quand on a deux entiers consécutifs, il y en a un qui est pair et l'autre qui n'est pas pair. Donc ici, c'est 42 qui est pair. Y, qui est égal à 167 quarts de pi, est donc compris entre 41 pi et 42 pi.
Et on va poser x égale y moins 42pi, 42 étant justement l'entier ici, qui encadre 167K, un des entiers qui encadre 167K, et celui de ces deux entiers qui est pair, c'est 42. Donc on va poser x égale y moins 42pi. Et on va voir que cet x égale y moins 42pi répond aux conditions que l'on attend. D'abord, x égale y moins 42pi, comme x moins y est un multiple de 2pi, x moins y égale moins 21 fois 2pi, donc x et y ont le même point image sur le cercle trigonométrique. Donc x a le même point image que y sur le cercle trigonométrique. Et d'autre part, x, on va le calculer, 167pi sur 4 moins 42, il est égal à moins pi sur 4, et moins pi sur 4 appartient bien à l'intervalle moins pi, pi. Donc x appartient à moins pi, pi, et il a le même point image que y sur le cercle trigonométrique. X est bien donc le réel que l'on cherche. Nous allons maintenant représenter le point image de y sur le cercle trigonométrique. A priori, 167pi sur 4, on a du mal à le représenter sur le cercle trigonométrique. En revanche, moins pi sur 4, qui a le même point image que 167pi sur 4, comme nous venons de le voir, est facilement représentable. Donc, moins pi sur 4 ici. Donc, c'est le point x. Ce point x a le même point image que 167pi sur 4. Et c'est bien pour cela que nous avons fait tous ces calculs, c'est-à-dire que l'on a transformé y, c'est-à-dire qu'on a obtenu un nombre réel x qui a le même point image que y sur le cercle trigonométrique, et ce nombre réel x appartient à l'intervalle moins pi, pi, et du même coup est plus facilement représentable sur le cercle trigonométrique. Vous avez ici une méthode générale pour résoudre ce genre d'exercice, c'est-à-dire y égale une fraction fois pi. En utilisant cette méthode, vous êtes sûr d'obtenir un x appartenant à moins pi, pi ayant le même point image que y. Mais rien ne vous empêche de court-circuiter cette méthode si vous-même d'emblée, vous trouvez la valeur de x. Ici, 167pi sur 4, vous pouvez vous dire 167pi sur 4, c'est 168pi sur 4 moins pi sur 4. Et 168 sur 4, c'est 42. Donc y égale 42pi moins pi sur 4. Donc vous dites, soit x égale moins pi sur 4, y moins x égale 42pi, x et y ont le même point image sur le cercle trigonométrique, parce que y moins x, la différence de y et de x est égale à un multiple de 2pi, x appartient à moins pi, pi, et x a le même point image que y, donc x est bien la valeur que l'on cherche, le nombre réel que l'on cherche. Une deuxième remarque enfin, le même exercice peut vous être proposé avec un énoncé différent. On vous demandera de déterminer la mesure principale de l'angle 167pi sur 4. La mesure principale de l'angle y égale 167pi sur 4. Et cette mesure principale, c'est justement le nombre réel x appartenant à moins pi, pi, ayant le même point image que y. Cette notion de mesure principale était incluse dans l'ancien programme de première et certains professeurs continuent à l'utiliser. Un exercice similaire au précédent, soit y égale moins 73pi sur 6, on nous demande de déterminer un nombre réel x appartenant à moins pi, pi et ayant le même point image que y, et ici donc y est négatif. Nous allons donc appliquer la méthode que nous venons d'apprendre, c'est-à-dire que l'on va considérer 173 sur 6 sans tenir compte du moins. Donc 173 sur 6, on a vu qu'il fallait l'encadrer par deux entiers consécutifs. Pour cela, on divise 173 par 6, on obtient 28,8, donc 173 sur 6 est compris entre 28 et 29. Donc moins 173 sur 6 est compris entre moins 29 et moins 28, et un seul de ces entiers est pair, c'est moins 28. On multiplie ici par pi, donc moins 29pi est inférieur à moins 173pi sur 6, c'est-à-dire y, qui est lui-même inférieur à moins 28pi. Donc y est compris entre moins 29pi et moins 28pi. On pose x égale y moins 28pi, c'est-à-dire x égale y plus 28pi. Pourquoi on fait comme cela? Pourquoi on procède comme cela? Vous voyez que si on regarde cette double inégalité, si on additionne 28pi ici, ici et ici, donc ici on va avoir 28pi plus y. 28pi plus y, c'est un nombre réel qui a le même point image que y.
parce que sa différence avec y est égale à 28π, c'est-à-dire 14 fois 2π. Ici, 28π moins 28π, par construction, c'est 0. Et ici, 28π moins 29π, ça fait moins π. Donc, ce réel x qui est égal à y plus 28π, c'est-à-dire moins 5π sur 6, ce réel x, il a le même point image que y, parce qu'il diffère de y de 28π, et de plus, il est compris entre moins π et 0, c'est-à-dire qu'il répond exactement aux conditions que l'on s'est fixées. Donc x égale moins 173π sur 6 plus 28π, c'est moins 5π sur 6. X appartient bien à moins π, et x a le même point image que y sur le cercle trigonométrique. Alors sur le cercle trigonométrique, on aurait eu du mal à positionner moins 173π sur 6 rapidement. C'est pour cela qu'on est passé par cette méthode pour déterminer un x, un nombre réel, qui est compris entre moins π et qui est donc facilement représentable sur le cercle trigonométrique et qui a le même point image que y. Moins 5π sur 6. Moins 5π sur 6, donc ici π sur 6, c'est moins 5π sur 6 ici. Moins 5π sur 6 radians. Pi radian, c'est 180 degrés. Moins 5π sur 6 radians, c'est moins 150 degrés. Parce que pi sur 6 radians, c'est 30 degrés. Moins 5 fois 30 degrés, ça fait moins 150. Donc cet angle-là, en valeur absolue, est égal à 150 degrés. Et on a le point x ici, moins 5π sur 6. Donc moins 5π sur 6 a son point image ici, qui est aussi le point image de moins 173π sur 6. On peut donc dire que moins 5π sur 6 est la mesure principale de l'angle moins 173π sur 6 si vous suivez des cours où la notion de mesure principale est encore utilisée. Vous allez apprendre maintenant ce que sont le sinus et le cosinus d'un nombre réel x. On considère un repère orthonormé OIJ et le cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1, comme vous le savez. On cherche à définir ce que l'on appelle sinus et cosinus d'un réel x. Ce réel x, il a un point image sur le cercle trigonométrique que l'on va appeler grand M. Et on va appeler cosinus de x, que l'on va noter cos de x, l'abscisse de ce point grand M dans ce repère OIJ. Et on va appeler sinus de x, que l'on note sin de x, l'ordonnée de ce point grand M dans ce repère. Donc, le point grand M est là, son abscisse s'appelle cosinus de x et son ordonnée, c'est sinus de x. Tout de suite, les propriétés du sinus et du cosinus. Vous voyez que sinus et cosinus sont les ordonnées et abscisses d'un point grand M du cercle trigonométrique, et les ordonnées et abscisses d'un point du cercle trigonométrique sont comprises entre moins 1 et plus 1 pour l'abscisse et moins 1 et plus 1 pour l'ordonnée. Donc, pour tout nombre réel x, sinus de x est compris entre moins 1 et 1, cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. Ensuite, si on considère ce triangle OHM, donc OH c'est cosinus de x, HM c'est sinus de x, c'est un triangle qui est rectangle en H, OM carré est donc égal à OH carré plus HM carré. OM, c'est le rayon du cercle trigonométrique, donc OM est égal à 1. Donc cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. On n'écrit pas sinus de x au carré, on écrit sinus carré de x. Sinus carré de x, ça veut dire sinus de x au carré. Donc je rappelle les propriétés. Sinus de x pour tout x réel est compris entre moins 1 et 1. Cosinus de x est compris entre moins 1 et 1, sinus carré de x plus cosinus carré de x égale 1. Et je rappelle encore la définition du sinus et du cosinus d'un nombre réel. Un nombre réel x qui a donc un point image grand M sur le cercle trigonométrique. Son sinus, c'est l'ordonnée de ce point image, et son cosinus, c'est l'abscisse de ce point image. Nous allons maintenant faire le lien entre les définitions de sinus et de cosinus que nous venons de voir et les sinus et cosinus des angles aigus remarquables, 30 degrés pi sur 6, 45 degrés pi sur 4 et 60 degrés pi sur 3 que vous connaissez. Commençons par pi sur 6. On va donc positionner le point image de pi sur 6 sur le cercle trigonométrique. Voilà le point grand M, donc ici pi sur 6. Et donc, le sinus de pi sur 6, c'est l'ordonnée de ce point image, donc 1/2 ici. Et le cosinus de pi sur 6, c'est l'abscisse de ce point image, racine de 3 sur 2. Sinus de pi sur 6, donc 1/2. Et cosinus de pi sur 6, racine de 3 sur 2.
Nous allons maintenant considérer un angle de pi sur 4, c'est-à-dire un nombre réel égal à pi sur 4. Son point image sur le cercle trigonométrique, le voici, donc pi sur 4 ici, un angle de pi sur 4 là. Donc l'abscisse de ce point image, c'est cosinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2, et l'ordonnée de ce point image, c'est sinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Donc sinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2, et cosinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Maintenant, pi sur 3, le point image de pi sur 3 sur le cercle trigonométrique, ici, grand M, donc son abscisse, c'est le cosinus de pi sur 3, 1/2, et son ordonnée, c'est sinus de pi sur 3, racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 et 1/2. Nous allons maintenant renseigner les sinus et cosinus de deux autres angles remarquables, 0 et pi sur 2. Le point image de 0, c'est I, l'abscisse de I est égal à 1, donc c'est le cosinus de 0, et l'ordonnée de I, 0. Et pi sur 2, donc son point image grand J, et l'ordonnée de J, c'est donc son sinus est égal à 1, et l'abscisse du point J est égal à 0. Nous allons maintenant passer en revue les sinus et cosinus des angles remarquables. Sinus de 0 égale 0, cosinus de 0 égale 1, sinus de pi sur 6 égale 1/2, cosinus de pi sur 6 égale racine de 3 sur 2, sinus et cosinus de pi sur 4 sont égaux à racine de 2 sur 2, sinus de pi sur 3, racine de 3 sur 2, cosinus de pi sur 3, 1/2, sinus de pi sur 2 égale à 1 et cosinus de pi sur 2 égale à 0. Ces résultats sont absolument à connaître par cœur. Vous allez maintenant apprendre ce que l'on appelle les angles associés à un angle alpha et apprendre aussi à déterminer les sinus et cosinus de ces angles associés en fonction de ceux de alpha. On va considérer un angle alpha. Les angles associés à alpha sont trois angles, pi moins alpha, pi plus alpha et moins alpha. Commençons par pi moins alpha, donc pi moins alpha. Donc le point image de pi moins alpha est le symétrique de alpha par rapport à l'axe des ordonnées. Son sinus, c'est-à-dire son ordonnée, est le même que celle de alpha. Donc si l'ordonnée de pi moins alpha est la même que l'ordonnée de alpha, c'est donc que sinus de pi moins alpha est égal à sinus de alpha. En revanche, son abscisse, l'abscisse de pi moins alpha, est l'opposé de l'abscisse de alpha. Donc cosinus de pi moins alpha est égal à moins cosinus de alpha. Maintenant, pi plus alpha. Pi plus alpha. Ici, on a donc un angle alpha. Le point image de pi plus alpha est le symétrique du point image de alpha par rapport à l'origine. Quelles conséquences pour le sinus et le cosinus? Donc, le cosinus qui est l'abscisse de pi plus alpha est l'opposé donc de l'abscisse de alpha. Donc, le cosinus de pi plus alpha égale moins cosinus de alpha. La même chose pour le sinus. Le sinus de pi plus alpha est égal à moins sinus de alpha. Enfin, moins alpha, le point image de moins alpha est le symétrique du point image de alpha par rapport à l'axe des abscisses. L'abscisse de moins alpha, c'est-à-dire le cosinus de moins alpha, est le même que le cosinus de alpha, c'est-à-dire qu'alpha et moins alpha ont la même abscisse. En revanche, l'ordonnée de moins alpha est l'opposé de l'ordonnée de alpha, c'est-à-dire que sinus de moins alpha égale moins sinus de alpha. On récapitule sur ce tableau les résultats que nous venons de voir. Donc, on a alpha avec sinus de alpha, cosinus de alpha. Pour pi moins alpha, donc sinus de pi moins alpha est égal à sinus de alpha. Cosinus de pi moins alpha égale moins cosinus de alpha. Sinus de pi plus alpha, c'est moins sinus de alpha. Cosinus de pi plus alpha, c'est moins cosinus de alpha. Sinus de moins alpha, c'est moins sinus de alpha. Et cosinus de moins alpha, c'est cosinus de alpha. À partir de ce tableau, donc, on peut déterminer, par exemple pour pi sur 3, on va pouvoir déterminer les sinus et cosinus de pi moins pi sur 3, pi plus pi sur 3 et moins pi sur 3. Nous allons maintenant passer en revue les angles associés à pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3 et les valeurs de leurs sinus et de leurs cosinus. Commençons par pi sur 6. Les angles associés à pi sur 6 sont donc pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6, pi plus pi sur 6, 7 pi sur 6, et moins pi sur 6. Alors, le sinus de pi sur 6, on le connaît, c'est 1/2, le cosinus de pi sur 6, vous le connaissez, c'est racine de 3 sur 2. 5 pi sur 6 est ici, et donc son sinus est le même que le sinus de pi sur 6, 1/2, et son cosinus est l'opposé du cosinus de pi sur 6, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2.
7 pi sur 6 est ici. Son sinus et son cosinus sont les opposés des sinus et cosinus de pi sur 6, donc moins 1/2, moins racine de 3 sur 2. Et moins pi sur 6 est ici, son cosinus est égal à celui de pi sur 6, racine de 3 sur 2, et son sinus est l'opposé du sinus de pi sur 6, c'est-à-dire moins 1/2. Les angles associés à pi sur 4 maintenant, les angles associés à pi sur 4 sont pi moins pi sur 4, c'est-à-dire 3 pi sur 4, pi plus pi sur 4, 5 pi sur 4, et moins pi sur 4. Le sinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2, le cosinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2. 3 pi sur 4 est ici, son sinus est le même que le sinus de pi sur 4, et son cosinus est l'opposé du cosinus de pi sur 4, donc sinus de 3 pi sur 4, racine de 2 sur 2, cosinus de 3 pi sur 4, moins racine de 2 sur 2. 5 pi sur 4, pi plus pi sur 4, et par là, donc, et son sinus et son cosinus sont les opposés de sinus et cosinus de pi sur 4. Donc, sinus de 5 pi sur 4 moins racine de 2 sur 2 et cosinus de 5 pi sur 4 moins racine de 2 sur 2. Et moins pi sur 4, ici, a le même cosinus que pi sur 4, racine de 2 sur 2, et un sinus qui est l'opposé du sinus de pi sur 4, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Les angles associés à pi sur 3 maintenant, les trois angles associés à pi sur 3 sont pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi sur 3, pi plus pi sur 3, 4 pi sur 3, et moins pi sur 3. Le sinus de pi sur 3, racine de 3 sur 2, le cosinus de pi sur 3, 1/2. 2 pi sur 3 par là, il a le même sinus que pi sur 3, donc racine de 3 sur 2, et il a un cosinus qui est l'opposé du cosinus de pi sur 3, moins 1/2. 4 pi sur 3 par ici, son sinus et son cosinus sont les opposés du sinus et du cosinus de pi sur 3, donc moins racine de 3 sur 2 pour le sinus et moins 1/2 pour le cosinus. Quant à moins pi sur 3 qui est là, il a le même cosinus que pi sur 3, 1/2, un sinus opposé au sinus de pi sur 3, moins racine de 3 sur 2. Vous avez appris à calculer le sinus d'un nombre réel et le cosinus d'un nombre réel. Nous allons maintenant étudier les fonctions sinus de x et cosinus de x, qui sont donc les fonctions. Pour sinus de x qui a tout nombre réel x vont correspondre son sinus. Pour cosinus de x, la fonction qui a tout nombre réel x fait correspondre son cosinus. On va donc étudier ces deux fonctions, sinus de x et cosinus de x. Vous allez maintenant apprendre ce que l'on appelle la fonction sinus. La fonction sinus est une fonction définie sur R qui a tout nombre réel x fait correspondre son sinus qui, comme vous le savez, est l'ordonnée de son point image sur le cercle trigonométrique. Soit un réel x, nous représentons ici son point image sur le cercle trigonométrique, l'ordonnée de x que l'on a ici est donc le sinus de x, et sinus de x est bien défini pour tout nombre réel x, la fonction sinus est bien définie sur R. Cette fonction sinus, elle possède deux propriétés principales. La première, c'est qu'elle est périodique de période 2π, c'est-à-dire que pour tout nombre réel x, sinus de x plus 2π est égal à sinus de x. On le voit sur le cercle trigonométrique. En effet, si on a ici le point image de x, ce point image est aussi le point image de x plus 2π. Donc x et x plus 2π ayant le même point image, ces points image ont la même ordonnée, donc c'est-à-dire que sinus de x et sinus de x plus 2π ont le même sinus. La deuxième propriété de la fonction sinus, c'est qu'il s'agit d'une fonction impaire. Elle est impaire parce que son domaine de définition qui est R est symétrique par rapport à 0, et ensuite parce que pour tout nombre réel x, sinus de moins x égale moins sinus de x. On le voit sur le cercle trigonométrique. Voici le point image de x, voici le point image de moins x, et l'ordonnée de moins x, c'est-à-dire sinus de moins x, est bien l'opposé de l'ordonnée de x, c'est-à-dire sinus de x. Sinus de moins x égale moins sinus de x. Nous allons maintenant nous intéresser à la représentation graphique de la fonction sinus de x. On a quelques points, donc par exemple x égale 0, sinus de 0 égale 0, sinus de pi sur 6 égale 1/2, sinus de pi sur 4 racine de 2 sur 2, sinus de pi sur 3 racine de 3 sur 2, sinus de pi sur 2, 1, et on a aussi les angles associés à tous ces angles qui nous permettent d'avoir un certain nombre de points sur la courbe représentative de la fonction sinus. Nous allons maintenant nous intéresser aux variations de la fonction sinus entre 0 et pi. Donc, on va suivre ces variations sur le cercle trigonométrique. Sinus de 0 est égal à 0, on l'a vu ici aussi, sinus de 0 égale 0. Donc, quand on va faire varier x de 0 à pi, vous voyez qu'au fur et à mesure que x augmente,
son sinus augmente pour atteindre un maximum ici, en pi sur 2, où le sinus est égal à 1. De manière générale, sinus de x est compris entre moins 1 et 1. Donc si on fait varier x de 0 à pi sur 2, le sinus, la fonction sinus est croissante et elle arrive à un maximum égal à 1. Ensuite, quand x varie de pi sur 2 à pi, le sinus redescend tout en restant positif et va passer de 1 à 0, qui est le sinus de pi, ce que nous voyons ici. Donc quand x varie de 0 à pi sur 2, le sinus augmente. On a un maximum ici, pi sur 2, donc en pi sur 2, sinus de pi sur 2 égale 1, et la fonction sinus est croissante sur 0 pi sur 2, elle est décroissante sur pi sur 2 pi, et elle reste, le sinus est toujours positif quand x est compris entre 0 et pi, c'est-à-dire que le sinus, l'ordonnée ici, ce sont l'ensemble des points qui sont dans ce demi-plan. Donc, on a la courbe représentative donc de la fonction sinus entre 0 et pi. Une fois qu'on a ce bout de courbe représentative entre 0 et pi, on peut en déduire la courbe représentative entre moins pi et 0 parce que la fonction sinus est impaire. Et donc si elle est impaire, sa représentation graphique entre moins pi et 0 est la symétrique de sa représentation graphique entre 0 et pi, la symétrique par rapport à l'origine. C'est ce que vous voyez, on voit ici. Donc cette courbe, ce bout de courbe, est symétrique, le symétrique de ce bout de courbe par rapport à l'origine. Par exemple, ce point-là, x égale pi sur 2, sinus de pi sur 2 égale 1, nous avons ce point-là, moins pi sur 2, et moins 1, qui est exactement le symétrique du point ici, de ce maximum, par rapport à l'origine. Et une fois qu'on a la courbe représentative du sinus entre moins pi et pi, on peut utiliser la propriété de périodicité du sinus. Et pour avoir la courbe représentative entre pi et 3pi, il suffit juste de translater cette courbe-là, que l'on a entre moins pi et pi, la translater de 2pi dans une translation de vecteurs parallèles à l'axe des x et de vecteurs donc de longueur de pi. Et pour moins 3pi moins pi, la même chose. Donc la courbe moins pi, pi, on la translate de 2pi, cette fois-ci de moins 2pi, si je puis dire, si j'ai un vecteur dans l'autre sens. Donc là. Et par translation successive, nous avons donc la courbe représentative de la sinusoïde sur R. Et c'est un peu l'image qu'on se fait d'une sinusoïde, c'est-à-dire une répétition à l'infini, donc d'une courbe de ce type-là, qui est dans un tunnel moins 1, 1. Une courbe de ce type s'appelle une sinusoïde. Vous allez maintenant apprendre ce qu'est la fonction cosinus. La fonction cosinus est la fonction définie sur R qui, à tout nombre réel x, fait correspondre son cosinus. Et le cosinus d'un nombre réel x, comme vous le savez, c'est l'abscisse de son point image sur le cercle trigonométrique. Donc, voici un réel x, son point image sur le cercle trigonométrique. Ce réel x, il a une abscisse ici, son point image plutôt, a une abscisse là, que l'on appelle cosinus de x. Donc, pour tout nombre réel x, on est capable de déterminer son cosinus. La fonction cosinus est bien définie sur R. Cette fonction cosinus, elle a deux propriétés principales. La première, c'est qu'il s'agit d'une fonction périodique de période de pi, c'est-à-dire que pour tout nombre réel x, cosinus de x plus 2pi est égal à cosinus de x. On le voit sur la représentation, donc sur le point image de la représentation sur le cercle trigonométrique. En effet, si on a le point image de x ici, le point image de x plus 2pi, x plus 2pi, est le même que celui de x. Et donc, x plus 2pi et x ont la même abscisse, donc le même cosinus. Cosinus de x plus 2pi est égal à cosinus de x. Une deuxième propriété, c'est que la fonction cosinus est paire. Elle est paire parce que son domaine de définition R est symétrique par rapport à 0. Et ensuite, pour tout nombre réel x, cosinus de moins x égale cosinus de x. On le voit sur le cercle trigonométrique. Voici le point image de x. Voici le point image de moins x. X et moins x ont la même abscisse. Cosinus de x égale cosinus de moins x. Donc la fonction cosinus est paire. Nous allons maintenant nous intéresser à la représentation graphique de la fonction cosinus, c'est-à-dire donner la courbe représentative de la fonction cosinus. On a quelques points entre 0 et pi sur 2, qui sont les angles remarquables. Cosinus de 0 égale 1, cosinus de pi sur 6 racine de 3 sur 2, cosinus de pi sur 4 racine de 2 sur 2, cosinus de pi sur 3 1 demi, cosinus de pi sur 2 0. On a aussi les angles associés à ces angles-là qui permettent de placer des points, si vous voulez, sur la courbe représentative. Nous allons maintenant nous intéresser
aux variations de la fonction cosinus entre 0 et pi en observant le cercle trigonométrique. Quand x vaut 0, son cosinus est égal à 1, c'est ce que l'on voit ici, et ce que l'on voit ici sur le cercle trigonométrique, 0, le cosinus est égal à 1. On voit aussi que le cosinus est compris entre moins 1 et 1, comme le sinus d'ailleurs. Donc, on va faire varier x de 0 à pi et observer les variations du cosinus. Donc, en 0, le cosinus vaut 1. Au fur et à mesure que x croît, le cosinus décroît, donc la fonction cosinus est décroissante. La fonction cosinus va décroître jusqu'en pi sur 2 où elle s'annule, et ensuite elle devient négative jusqu'en pi où elle vaut moins 1. Donc la fonction cosinus en 0, elle vaut 1, c'est un maximum. Ensuite, quand x varie de 0 à pi, le cosinus décroît pour atteindre moins 1 en pi. Donc on a une fonction décroissante ici, en pi sur 2, donc on a 0, et ensuite on pourrait placer ces différents points ici sur la courbe. Une fois qu'on a la représentation graphique du cosinus entre 0 et pi, on a aussi la représentation graphique du cosinus entre moins pi et 0. Pourquoi? Parce que la fonction cosinus est paire. Et comme la fonction cosinus est paire, sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, entre moins pi et 0, on a une courbe qui est symétrique de la courbe que l'on a entre 0 et pi. Maintenant, une fois qu'on a la courbe représentative entre moins pi et pi, on a la courbe représentative partout parce que la fonction cosinus est périodique de période de pi. Et il suffit donc de translater, d'une translation d'un vecteur de pi, translation horizontale d'un vecteur donc parallèle à l'axe des x, de 2pi, pour avoir la courbe représentative du cosinus entre pi et 3pi, et entre moins pi et moins 3pi, et ainsi de suite. Une telle courbe s'appelle une sinusoïde, même s'il s'agit du cosinus, il s'agit donc d'une sinusoïde. Et c'est une sinusoïde qui est à peu près la même que celle qui représente sinus de x, à une translation près.